pacte, c'est un outil de gouvernance que les acteurs de la société civile ont élaboré à partir des conclusions des assises nationales et des recommandations de la Commission nationale de la réforme des institutions, CNRI. Alors, cet outil de gouvernance, il préconise par exemple le rééquilibrage des pouvoirs du président de la République, plus d'implication du citoyen dans l'action politique. La reddition des comptes figure en bonne place, la dépolitisation de l'administration. Bon, ce sont quelques grandes lignes, il y en a beaucoup d'autres. Alors, le président Diomaye l'avait signé, ou alors il l'a fait signer puisqu'il était en prison. Les acteurs ont envoyé des correspondances pour demander à être reçus pour discuter des modalités de mise en œuvre. Et apparemment, ils ont trouvé porte close. Voilà, exactement. Bon, je dois aussi t'avouer que je suis membre du comment ça s'appelle, Sursaut citoyen. Sursaut, très bien. Donc, bien qu'étant politique, voilà. Mais comme je t'ai dit, moi je suis militant des assises. Oui, oui. À la veille des législatives de 2022, oui. J'ai signé une tribune avec Diallo Diop, du RND, mes aînés, et Madjé Mbodj et d'autres, beaucoup d'autres. On a signé pour dire, dès après ces élections-là, on doit s'atteler à mettre en œuvre et à actualiser. Oui, parce que si souvent on nous dit, ça c'est vous les vieux là, hein, c'est dépassé et tout. Je dis non, non, c'est pas dépassé du tout. Hein. D'autant plus que quand même le président Diomaye a dit que, par exemple, le président a trop de pouvoir. Ce qui est vraiment le diagnostic phare des assises nationales, d'où découle tout le reste. Donc, effectivement, c'est encore une autre négligence ou une sous-estimation de l'importance justement de ces réformes institutionnelles. C'était le cas, je vous ai dit que Ablaye Wade, on avait fait un programme de la CR2000 où justement tout en fait c'était moins élaboré que les assises, mais tous ces problèmes étaient déjà esquissés, à savoir l'hyperprésidentialisme, un parlement croupion, une justice corrompue, la corruption endémique, tout ça c'était déjà mis. Mais il a dit ça, c'est des lubies d'intellectuels, Ablaye Wade. Et on a vu ce qu'il a fait. D'ailleurs, il avait boycotté les assises à l'époque. Voilà, justement, il a comme... Non, c'est parce que, justement, après 8 ans d'exercice, comme dit Maurice Soudieck-Dione, qui est un grand politologue que je suis beaucoup, il dit que ils ont toujours des crises au bout de 8 ans. Donc, il a fait ses élections. Bon, on l'a accusé d'avoir fraudé. Bon, dans tous les cas, l'opposition a décidé de boycotter les législatives. Et après, je pense qu'ils ont fait une petite prise de conscience, à savoir qu'on a fait l'alternance, certes. Le PS, qui a fait 40 ans ici et qui était même là avant l'indépendance, est parti, Wade est venu. Mais on a vu à la limite que Wade a fait pire même que, sur certains aspects, quoi. Pire même que le PS. Et ils se sont dit, ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas une question de Abdou Diouf, de Senghor ou bien de Ablaye Wade. C'est une question de système. C'est parce que justement les institutions ne sont pas adaptées que n'importe quelle personne qu'on met là. Hein, je donne toujours l'exemple d'un abbé de Haïti là, qu'on a nommé président. Jean-Bertrand Aristide. Jean-Bertrand Aristide, qui est devenu dictateur lui aussi. Donc, pour dire que le pouvoir c'est quelque chose de particulier. Hein, même nous deux qui parlons ici, si on est au pouvoir dans certaines conditions, on va se transformer rapidement en dictateur. Donc pour éviter cela, il faut mettre des garde-fous. Les garde-fous, justement, c'est renforcer les institutions. Hein, je pense que Obama a dit que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes. Et il y a des gens qui disent l'inverse, qu'on a besoin d'hommes forts. Non, non, non. C'est des hommes forts qui donnent puissance aux institutions. Ça veut dire que les hommes forts deviennent toujours un peu des dictateurs. Tu comprends? Donc le mieux, effectivement, c'est des règles du jeu très claires. Parce que tu as vu que même Trump, avec toutes ses lubies, mais il a été arrêté à certains moments par la justice. Donc c'est ça qu'il faut. Et heureusement, au Sénégal aussi, on peut se réjouir que finalement, c'est la justice qui a arrêté Macky Sall. Ça, le Conseil constitutionnel, c'est lui qui a fait stop, ça suffit maintenant. Hein, les élections... En tout cas, ton mandat, tu ne peux pas le faire au-delà de telle date. Parce qu'il a tellement bricolé qu'en fin de compte, les gens en avaient marre, ils ont dit non, ça ne peut plus prospérer, quoi. Bon, vous qui êtes de la coalition Diomaye président, pensez-vous que le président, est-ce qu'il tient encore au pacte?
Est-ce qu'il n'a pas changé d'avis? Bon, je ne suis pas prophète divin, je ne suis pas aussi un proche. Si proche. Si proche, bon. Moi, je suis rarement proche des pouvoirs. Ok. Jusqu'ici. Vous êtes à la périphérie? Je suis un peu à la périphérie. Je m'y sens bien. Oui. Parce que les logiques de pouvoir sont assez dangereuses. Hein. J'ai peur d'être happé par la spirale du pouvoir. Donc, mais quand même, c'est un peu préoccupant quand même. Oui. Mais bon, aujourd'hui, par exemple, à l'hommage, en fait, la cérémonie de levée du corps d'Amadou Mahtar Mbow, oui. vraiment, le Premier ministre Sonko a dit de belles paroles sur lui et a parlé aussi des assises. Je pense que ces assises-là, ça n'appartient à personne. C'est des assises du peuple sénégalais. Et que c'est un diagnostic scientifique, hein, parce que la politique aussi, c'est une science. Donc, et qu'il y a eu même des mécanismes d'enquête sociologique, anthropologique qui ont été utilisés, avec des questionnaires, hein, des focus group et tout, pour vraiment produire des documents qui sont scientifiques, qui ont fait le diagnostic donc, de la vie politique et sociale au Sénégal, et qu'on ne peut pas ne pas en tenir compte. C'est-à-dire que si tu n'en tiens pas compte, ce qui est arrivé à Macky Sall, bon, il s'est pris dans un engrenage où il a fait tout le contraire de ce qu'on lui demandait de faire. Là où on lui demandait de diminuer le pouvoir du président, il en a fait presque un semi-dictateur. Bon, là où on disait que l'Assemblée doit avoir plus de pouvoir, hein, que l'Assemblée doit devenir le centre d'impulsion de la vie politique, lui, il en a fait vraiment... Il a pris les personnes les moins qualifiées, même dans son parti. Hein, les personnes qui ne savaient qu'insulter pour les mettre comme députés et aller à l'Assemblée, semer des troubles. Donc c'était les 2 législatures les plus catastrophiques de notre histoire politique. Donc là aussi, on ne peut pas faire sans les assises nationales, ou en tout cas les idées qui sont contenues, à savoir, bon, d'ailleurs le président Bassirou dit que lui, il pense que le président a trop de pouvoir. C'est ça. Bon, et il veut même déléguer une partie au Premier ministre. Bon, ce n'est pas la bonne solution. C'est-à-dire que, bon, les assises avaient dit que le Parlement devienne le centre d'impulsion de la vie politique. Et qu'à la limite, le gouvernement soit maintenant responsable devant le Parlement. Parce que tu sais qu'au Sénégal, c'est le président de la République qui détermine la politique de la nation. Or, il est invulnérable vis-à-vis du Parlement. C'est-à-dire que le Parlement ne peut rien contre le président. Il peut faire des motions de censure contre le Premier ministre, le changer, mais le président, il ne peut rien contre lui. Maintenant, on a dit que celui qui doit être responsable, c'est celui-là qu'on peut sanctionner. C'est-à-dire que le Premier ministre et le gouvernement, ils sont responsables de la politique. Et si jamais le Parlement n'est pas content de la manière dont le pays est gouverné, ils peuvent sanctionner ce gouvernement-là et on nomme un autre Premier ministre et on essaie autre chose. Comme cela se fait dans les grandes démocraties. Mais le président est vraiment comme Dieu le Père, il est en haut, c'est lui qui prend toutes les décisions et personne ne peut rien contre lui. Et il ne répond de rien. Il ne répond de rien. Et quand il termine aussi, on dit qu'il a une immunité. Bon. Donc ça, quand même, il faut qu'on corrige ça. Voilà. Donc, maintenant, eux, bon, il y a toujours le bénéfice quand même du doute, à savoir qu'on se dit ils sont jeunes, ils n'ont pas eu quand même de carrière politique trop longue, comme nous autres, pour s'imprégner réellement des problèmes. Ils pensent avoir des solutions autres. Ils pensent qu'effectivement, nous aussi, nous les vieux militants là, on est un peu encombrants. Hein, et d'ailleurs, on est un peu jaloux même qu'ils aient réussi là où on a échoué. Pendant des décennies, on a essayé de faire la révolution, ça n'a pas marché. Eux, en 10 ans, hein, ils ont fait une révolution et ils ont été élus au premier tour. Donc il y a certains parmi nous qui ne sont pas très sportifs, qui leur en veulent pour ça, qui les traitent de tous les noms d'oiseaux, de populistes, de tout et tout. Voilà, et donc... ça veut dire qu'ils n'écoutent pas vos conseils? Bon, il faut qu'ils en tiennent compte. Bon, maintenant, je dis qu'on est encore dans le doute, quoi. C'est-à-dire que... Bon, et là aussi, le doyen Ndoye a quand même fait une critique très correcte, à savoir que en politique, il faut toujours quand même indiquer une direction. Tu comprends? Il faut quand même rassurer les gens. Fixer le cap. Voilà, il faut fixer le cap. Et comme ça, ça aide à mobiliser. Et il ne faut pas sous-estimer aussi les électeurs. Parce que jusqu'à présent, moi je dis que les électeurs sénégalais ils se débrouillent très bien. Chaque fois ils font le vote,
qui est vraiment utile. Quand Abdoulaye Wade est venu nous fatiguer avec le 3e mandat, bon, l'opposition a tout fait, on va manifester, on va à la place de l'indépendance, on va à la place de l'obélisque. Le peuple n'a pas trop suivi. Mais le jour de l'élection, on l'a proprement mis à côté. Hein? Tu ne peux pas avoir ce 3e mandat-là. Bon. Et il y a eu beaucoup d'autres exemples, hein, comme celui-là, par exemple, qui vient juste d'avoir lieu, où on a dit, bon, parce que l'opposition aussi, il faut dire que personne ne savait ce qu'il voulait. Hein? Il y a que le PASTEF qui se battait, qui était emprisonné. Il y avait beaucoup d'autres gens qui disaient, chacun veut être candidat. Oui. Or, toi-même, moi par exemple, je sais que si je me présente pour être président, mais je n'aurai même pas 1000 voix, tu comprends? Mais ça améliore votre carnet d'adresse. Je pense que c'est pour ça. Mais quand maintenant, à longueur de journée, tu dis que le président est un dictateur, qu'il est truc, qu'il faut changer. Mais il faut voir si c'est d'abord changer le pays qui est prioritaire ou bien que toi, tu sois président qui est prioritaire. Donc, ils étaient là en train de s'amuser, d'autres ont trahi, sont venus tenir des discours tout à fait contraires à ce qu'ils tenaient avant. Bon, en traitant son corps de terroriste et tout, à la limite, ils étaient même contents qu'ils ne participent pas aux élections. Mais le peuple, il a voté utile. Il est allé voter directement pour les seuls qui se sont conséquemment battus pendant ces dernières années-là contre le pouvoir de Macky Sall. Tous les autres étaient là, chambre du poil de la bête, parce que les enjeux sont maintenant différents. Bon, on a élu PASTEF, on a observé PASTEF pendant 6 mois, on ne pourra juger qu'à partir de ces 6 mois-là, même si c'est trop court, et il y aura peut-être des tentations de vouloir rééquilibrer un peu, peut-être les forces politiques. Et dans ce cas-là, ça risque d'être un peu dangereux parce que la majorité des gens de l'opposition ne sont pas du tout adeptes de la transformation systémique. Ils étaient vraiment contents de la manière dont les choses allaient. Et s'ils peuvent maintenant, ils ont même commencé. Tu as vu, les 6 premiers mois ont été assez durs pour le PASTEF, hein, parce qu'ils ne les ont pas ratés, ils les ont bombardés, ils les ont empêchés de tenir des réunions d'orientation budgétaire. Bon, et donc, ils voulaient même, à la limite, moi je les ai appelés des parlementaires putschistes, ils voulaient même empêcher le président de dissoudre le Parlement. Donc, ils voulaient rester là pendant 5 ans à nous pourrir la vie, sans qu'on puisse rien faire contre eux. Ouais, donc ces gens-là, imagine-toi maintenant qu'ils soient forts dans le Parlement, tout projet qui va faire en sorte que les intérêts français soient remis en cause, ils vont voter contre. Bon, tout projet qui va viser à une reddition des comptes vraiment conséquente, pleine et entière, ils vont, parce qu'eux, ils sont déjà les victimes en fait. Ce sont eux qui doivent être jugés. Donc tout ce qu'ils pourront faire pour entraver cette reddition des comptes, ils vont le faire. Alors, en parlant justement de l'Assemblée nationale, pour les élections du 17 novembre prochain, quelles sont les ambitions du PASTEF? Enfin, du parti du pouvoir, disons. Bon, moi, je ne suis pas comme membre du PASTEF. Je suis seulement du parti au pouvoir. Du parti au pouvoir. Bon, ce qui devait être leur ambition, c'est effectivement d'avoir une bonne majorité. Mais est-ce qu'ils vont l'avoir, étant donné cette reconfiguration qui est en cours? Oui, mais ça aussi, il ne faut pas se laisser impressionner justement par ce boucan-là. Parce que si tu remarques d'ailleurs, c'est dans le domaine de la presse. Or, jusqu'à présent, la presse est entre les mains de qui tu sais. Ah bon? Mais oui, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de renverser la vapeur dans ce sens-là. C'est les mêmes journaux. Il y a très peu de nouveaux journaux qui sont apparus, n'est-ce pas? Bon, tous les autres étaient là avant. Et ils ont tous, si tu regardes derrière, c'est souvent des responsables du parti au pouvoir qui sont derrière. Donc, et d'ailleurs, ça se reflète tous les jours sur les unes, comment ils apprécient les événements. Donc, ils sont là à accabler le régime, à le bombarder, à déformer les choses, à créer des histoires de toutes pièces. Les réseaux sociaux également, bon là... Mais le parti au pouvoir aussi a des journaux qui lui sont favorables. Oui, mais les journaux quand même, je te dis que pour le moment, dans ce domaine-là, l'opposition est un peu quand même prédominante. Ah oui? Oui, dans la presse, c'est normal. C'est eux qui étaient là, bon... Donc, et on ne peut pas les interdire subitement, tu ne peux pas interdire un journal pour dire que tu es favorable ou bien tu es contre le régime. Donc, ils sont encore là. Voilà, et... Les réseaux sociaux aussi, il y a des mécanismes
Hein, tu as entendu parler de Cambridge Analytica. Il y a des Israéliens, il paraît qu'en 2019, ils étaient là pour influencer le vote à travers les réseaux sociaux. Hein. Ils l'ont fait aux États-Unis pour faire élire Trump. Ils l'ont fait en Grande-Bretagne pour le Brexit. Ils l'ont même fait au Nigeria. Donc il se peut qu'ils soient là en train d'agir dans les réseaux sociaux pour influencer aussi l'électorat. Donc ils mettent toutes leurs recettes pour renverser la vapeur. Parce qu'ils savent que si ce régime-là est assis solidement, bon, ça va être un peu comme les États qui ne contrôlent plus, comme le Mali, le Niger, le Burkina, qui ont échappé à la France. Et le Sénégal, c'est assez stratégique quand même. On a une position géostratégique très convoitée. Et c'est un peu aussi... Ça peut être le départ vraiment d'une nouvelle Afrique, quoi.